Fatima Ouda-Coutin, nous avons le plaisir de vous recevoir, ou plutôt d'être reçu chez vous. Ça fait plaisir. Merci infiniment. Donc, on a quelques questions à vous poser. Avec plaisir. On commence d'abord par vos fonctions. Donc, vous êtes en même temps député de la Pinière depuis 1994. Oui. Et vous assumez également la prestigieuse fonction de la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Comment vous arrivez à réconcilier les deux fonctions régionales et nationales? Écoutez, d'abord, ma première légitimité repose sur mon élection dans le comté de la Pinière. Je me sens privilégiée d'avoir été élue à 5 reprises. Avec toujours une marque de confiance renouvelée et cela me touche beaucoup. Donc, ma première loyauté, c'est envers les citoyens du comté de la Pinière et à ce titre, je m'occupe d'abord des citoyens pour les besoins qu'ils ont. Je travaille même le samedi. J'ai une petite équipe le samedi pour accueillir les gens qui ne peuvent pas venir dans la semaine. Et aussi parce que moi, je suis à l'extérieur du comté durant 3 ou 4 jours, puisque mon travail se passe aussi à Québec. Alors, je pourrais revenir sur les dossiers au niveau du comté et de la région, mais pour mes fonctions à l'Assemblée nationale, j'ai été élue pour la première fois en mai 2007 à titre de première vice-présidente de l'Assemblée nationale. À ce titre, je préside l'Assemblée. J'essaie de mettre un peu d'ordre dans les débats et c'est une fonction, comme vous dites, qui est prestigieuse. C'est une fonction qui vient aussi avec des obligations. La première obligation, c'est d'abord et avant tout le devoir de réserve et de neutralité, parce que moi, je suis élue par tous les parlementaires de tous les partis. Donc, mon premier rôle, c'est d'abord et avant tout de protéger les droits de chacun et chacune des députés, indépendamment de son allégeance politique, et agir avec la plus grande équité envers toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale. Donc, la présidence de l'Assemblée, ça c'est une des fonctions, c'est peut-être la fonction la plus visible, mais il y a d'autres responsabilités aussi que j'assume à titre de première vice-présidente. Je suis présidente déléguée de l'Assemblée nationale auprès de l'Association parlementaire du Commonwealth. Ça, c'est 137 parlements des Amériques, Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique, l'Asie, le Pacifique, en fait. C'est assez diversifié. À ce titre, je représente donc l'Assemblée nationale. Je dirige les délégations de l'Assemblée nationale dans ces forums. Et j'ai été récemment, au mois de septembre, à Nairobi, où j'ai dirigé une délégation au sein de l'APC, l'Association des parlementaires du Commonwealth. J'ai donné des conférences et je participe aussi à des travaux de groupes de travail au sein de cette organisation. Par exemple, je suis membre fondateur du Task Force on Climate Change. C'est le groupe de travail sur le changement climatique, parce que le changement climatique est une priorité pour les parlementaires du Commonwealth. Et à ce titre, je me suis rendue récemment, au mois de décembre, puisque nous sommes toujours au mois de décembre, à Cancun pour la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, où j'ai fait des interventions et rencontré la ministre des Affaires étrangères mexicaine, qui est la présidente des négociations relatives au changement climatique. D'ailleurs, que je salue parce qu'elle a fait un travail remarquable, elle a fait preuve de beaucoup de transparence et de leadership, et je suis très fière de ce qu'elle a fait. Aussi, à l'Assemblée nationale, je suis responsable du dossier Femmes et démocratie. Et à ce titre, j'organise une série d'activités pour promouvoir la démocratie auprès des femmes. Je participe notamment à l'école Femmes et démocratie, qui est un programme de l'ENAP à Québec pour former les candidates de tout le Québec qui viennent d'un peu partout
qui s'inscrivent dans une formation de 3 semaines et à qui on donne les outils pour se préparer à être candidate, à quelque parti que ce soit, à quelque niveau de gouvernement que ce soit. Aussi, j'ai créé il y a 1 an l'Assemblée nationale, malgré la tourmente et malgré les débats assez acrimonieux, la tension qu'il y a à l'Assemblée nationale, j'ai créé le Cercle des femmes parlementaires, qui est un lieu de réflexion et de débat dans lequel les femmes parlementaires participent pour dialoguer, réfléchir et échanger sur des enjeux qui touchent les femmes, indépendamment, encore une fois, de leurs allégeances politiques. Tout à fait. Alors voilà, grosso modo, je vous trace un tableau très, très succinct, mais c'est très riche. Oui, effectivement. Et en plus de ça, vous faites partie de plusieurs dizaines d'associations, de commissions, de comités commissions de conseils régionaux, tout ça. Oui. Et est-ce qu'il vous reste un peu de temps pour vous et pour votre famille? Oui, il me reste le dimanche. Le dimanche, c'est une journée sacrée pour la famille. D'accord. J'ai réussi à dégager cette journée-là parce que, premièrement, j'aime être en famille. J'aime aussi cuisiner et faire des petits plats, recevoir les amis que je ne vois pas. Alors donc, le dimanche, c'est ma journée de la famille. Très bien, heureusement. Exactement. Madame Fatima Ouda Piper, comment se passe le rapport entre Brossard et la Rive-Sud en général et la ville de Montréal? Bien, alors le comté de Lapinière couvre le territoire de la ville de Brossard, vous avez raison de le mentionner. C'est un comté, une ville, près de 80 000 de population, comté majoritairement francophone, avec un segment anglophone dit de souche, des gens d'origine britannique ou écossaise ou irlandaise, etc. Et j'ai 70 communautés culturelles différentes. Ah oui. Dans la principale étant la communauté d'origine chinoise. D'accord. Alors, c'est pas pour rien que je me suis mise au mandarin. Ah oui. Parce qu'il y a des gens Vous dans faites des avancées? Oui. Il faut me voir dans la communauté chinoise. L'ambassadeur de Chine m'a déjà surnommée la dame chinoise. C'est un grand honneur. Alors, non, mais c'est une communauté qui a beaucoup d'atouts et donc je suis très fière de la servir, mais de servir aussi l'ensemble des citoyens du comté. Et je les connais toutes, les 70, les petites, les grandes. D'ailleurs, chaque année, à l'anniversaire de mon élection, on organise un petit événement, un petit événement à 300-400 personnes. Et je mets en vedette des communautés de mon comté. Alors, je m'habille dans leur tenue, on parle d'elles, de ces communautés-là. Ils nous présentent généralement un programme artistique ou culturel et ça permet aux gens de Brossard de s'approprier en fait la diversité culturelle. C'est très intéressant. Très bien. Alors, les dossiers de Brossard versus Montréal, nous sommes dans la même communauté, la communauté métropolitaine de Montréal. D'accord. Donc, il y a des dossiers communs avec la grande région de Montréal, notamment en ce qui a trait au transport, en ce qui a trait à l'environnement, en ce qui a trait à l'aménagement. Et nous travaillons, les municipalités travaillent ensemble à améliorer la qualité de vie des citoyens dans ce domaine. À mon niveau, comme députée à l'Assemblée nationale, j'ai des dossiers prioritaires, le dossier du comté, notamment le dossier du transport. C'est un dossier qui est majeur ici. Le comté de Lapinière est traversé par des autoroutes. Oui, ça c'est justement les grands chantiers qui vous tiennent à cœur. Ah oui, bien sûr, mais sur lesquels je travaille de façon continue depuis 16 ans, depuis mon élection. Très bien. Alors, le dossier du transport est une de mes priorités. À ce titre, j'ai réussi à attirer un investissement de 114 millions de dollars pour le réaménagement de l'échangeur Tachereau, qui n'est pas très loin d'ici du bureau de comté.
114 millions, c'est beaucoup d'argent, mais c'était nécessaire parce que c'est une artère, un carrefour extrêmement important qui charrie le transport des personnes et le transport lourd dans l'axe de Montréal versus les États-Unis. Donc, il était nécessaire qu'on puisse réaménager cet équipement-là. J'ai également obtenu 1,5 million pour l'aménagement paysager de l'échangeur, ce qui fait que lorsque vous arrivez du pont Champlain et jusqu'à Chevrier, c'est vraiment un espace vert qui vous accueille. Je voulais que l'on puisse avoir un poumon vert au plein cœur du comté au lieu d'avoir un équipement tout simplement l'hymne au béton. Également, je suis une députée verte, donc j'ai planté des arbres le long du boulevard Taschereau qui relève de la juridiction du gouvernement du Québec, 1,5 million pour planter les arbres. Et je soutiens beaucoup de projets d'ailleurs au niveau de l'environnement. C'est pas étonnant que je m'intéresse au changement climatique et que je suis très préoccupée par les changements climatiques parce que ça nous touche et ça touche la planète tout entière. L'autre dossier, c'est le développement économique. J'ai un comté de la nouvelle économie. Je n'ai pas de manufacture ici, mais j'ai beaucoup d'entreprises de la nouvelle économie dans le domaine des technologies de l'information, dans le domaine des services financiers, dans le domaine du bioalimentaire, de la recherche, de la science. Et donc, je fais beaucoup de travail pour soutenir ces entreprises, pour créer des emplois, pour former de la main-d'œuvre. Alors, ça, c'est un dossier aussi, le développement économique local et régional. L'éducation, c'est un dossier très important. Alors, j'ai ici des écoles primaires et secondaires et je m'assure personnellement à ce qu'elles soient bien dotées financièrement et qu'en plus des ressources qui leur sont allouées sur une base, je dirais, régulière, que l'on puisse avoir aussi des budgets pour des projets qui sont initiés par la communauté au sein de l'école. Alors, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je travaille. La santé, c'est un dossier important. J'ai réussi à obtenir 12 millions de dollars l'année dernière pour ajouter 50 nouvelles places de soins de longue durée ici même dans le comté. C'est pour la construction seulement, mais ça coûte à peu près 15 millions de dollars pour le fonctionnement annuellement. Et évidemment, je m'assure que l'hôpital Charles-Lemoine, qui est l'hôpital qui dessert la population de mon comté, soit également bien doté, etc. Donc, mon rapport avec le ministre de la Santé est assez étroit à ce niveau-là. Bref, je soutiens aussi l'action communautaire parce que je suis une députée qui croit beaucoup à l'action communautaire. Ce sont des groupes qu'on retrouve dans tous les secteurs d'activité, par exemple, qui travaillent avec les aînés, avec les jeunes, avec les familles, dans l'environnement et tout autre secteur de loisirs. Et donc, je les soutiens financièrement. Chaque année, j'ai un budget autour de 80 000 $ que je distribue à ces organismes-là pour leur permettre de réaliser leurs projets, sans compter les budgets que je vais aller chercher qui sont parfois plus substantiels pour soutenir un organisme en particulier dans un projet spécifique. Alors donc, pour moi, le service à la communauté, le service aux citoyens, c'est une passion. C'est ma raison d'être en politique. Et je trouve que c'est là que repose, en fin de compte, toute notre légitimité et l'utilité qu'on peut avoir comme député. Tout à fait. Je vous souhaite bon courage parce que c'est des chantiers majeurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, mais on y travaille, les infrastructures de la ville, par exemple. Je travaille sur plusieurs projets pour obtenir, et j'ai déjà réalisé pas mal de projets dans le domaine sportif. Par exemple, il y a une aréna qui va être rénovée à coût de 3 millions de dollars. Avec le gazon synthétique, c'est ça? Oui, ça c'est un autre projet, le terrain synthétique aussi, c'est à Brossard de qualité internationale. Ça a été annoncé l'été dernier. Bref, il y a beaucoup de projets sur lesquels on travaille. Ça ne manque pas. Et si jamais ça manque de mon côté, les organismes et les entreprises me le rappellent constamment qu'il y a d'autres choses à faire.
Très bien. Madame Pépin, on passe au niveau national. Oui, bien sûr. Donc, vous savez, Québec traverse une période politique délicate. Alors, de l'intérieur de l'appareil législatif dans laquelle vous vous trouvez, comment vous percevez cette période-là ou cette crise, on peut l'appeler une crise? Bien, écoutez, la politique, c'est beaucoup la perception. Alors, donc, on vit dans un monde de perception. Et que les choses soient vraies ou soient fausses, la perception est que. Alors, moi, comme députée et siégeant à l'Assemblée nationale depuis déjà 16 ans, plus de 16 ans, et aussi comme première vice-présidente qui est appelée à présider les travaux de l'Assemblée, je déplore énormément le climat d'animosité qui existe. Et je le déplore parce que c'est comme, on dirait, c'est comme un cercle vicieux qui s'est installé depuis un an et demi de façon continue. Et la politique est déjà un domaine qui souffre d'un déficit de confiance dans la population. Et malheureusement, les gens voient ce qui se passe à l'Assemblée nationale à travers le 45 minutes de période de questions. C'est ça. Mais l'Assemblée nationale, il n'y a pas que 45 minutes de travail. C'est-à-dire, on travaille du matin au soir, on travaille dans des commissions, on étudie des projets de loi. Et quand je dis on, je dis tous les partis, tous les députés de tous les partis travaillent ensemble à améliorer, bonifier la législation. La plupart des projets de loi sont adoptés à l'unanimité. Ça, c'est le secret le mieux gardé. Mais comme la période qui est la plus couverte médiatiquement étant la période de questions, ben, la population reste avec l'impression que ça va très mal à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, moi, je pense que tout le monde est appelé à mettre du sien pour améliorer le climat dans lequel ces débats-là se font. Je participe à la tournée de la présidence de l'Assemblée nationale dans les écoles secondaires. Nous visitons les écoles, le président et moi-même et mes collègues, et on va rencontrer les jeunes du secondaire, normalement le secondaire 4 et 5, pour leur parler de démocratie, pour leur parler d'institutions démocratiques, pour leur parler de la responsabilité citoyenne, de leur rôle comme jeunes, comme prochains leaders de la société québécoise. Et ça me réconcilie énormément avec mon travail de député et mon travail de présidence à l'Assemblée, parce que je vois chez les jeunes beaucoup d'intérêt. Contrairement à l'opinion générale que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, je vois chez eux énormément d'intérêt et je vois chez eux aussi un souci de s'impliquer dans la communauté. Alors je me dis, il y a de l'espoir. Il faut continuer à travailler à la base auprès des populations et des groupes qui vont porter justement ce message de la démocratie. Et au-delà du climat ambiant, il y a lieu effectivement de continuer à promouvoir le travail des députés. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le travail auprès de la population, le service à la population. C'est, je crois, la garantie qu'on peut donner aux gens qu'on est là qu'on est là pour les servir et non pas se servir de la politique. Moi, je fais partie de cette catégorie de députés qui pensent qu'on est là pour servir la population. Et pour ce faire, il ne faut ménager aucun effort pour pouvoir répondre à leurs besoins, répondre à leurs attentes. Et dans mon cas ici, je me sens privilégiée parce que les citoyens sont assez satisfaits du travail de leurs députés. Je suis pas mal modeste en vous le disant. Très bien. De toute façon, être en poste depuis 1994, c'est le meilleur témoignage qu'on peut avoir. Mais vous savez, la politique, on est assis sur des sièges éjectables. Oui. Il ne faut jamais prendre pour acquis qu'on est là pour l'éternité
il ne faut jamais penser que les gens vont voter pour nous indéfiniment. Je crois qu'il faut à chaque fois faire la preuve de notre légitimité, de notre loyauté, de notre dévouement au service de la population. Et ça, c'est des choses qui se sentent, qui se voient, qui se mesurent, mais jamais prendre pour acquis le vote des gens. Je suis d'accord. Ce n'est pas ma philosophie. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, à l'ombre de cette crise-là, c'est vrai que bon, il faut s'engager, comme vous faites là, auprès de vos électeurs. Mais en général, comment vous pensez qu'on peut réconcilier le citoyen avec les élus et avec la politique en général? L'implication. Moi, je pense que, et je dis toujours aux jeunes, mais je donne aussi des conférences, à peu près une vingtaine de conférences par année en dehors du champ parlementaire, où je vais dans les universités, les organismes communautaires, les groupes de femmes, les entreprises, pour parler de toutes sortes de sujets en lien avec l'actualité. Et toujours, on me pose ces questions-là, en lien du rapport entre les citoyens et la politique et les institutions. Et ce que je dis, c'est que on peut faire partie du problème, c'est-à-dire rester chez soi et dire, bon, il n'y a rien à faire, être défaitiste, être méfiant à l'égard de la politique et des politiciens, et être même cynique à l'égard de la politique. Ça, c'est une façon de faire. Mais moi, ce que je dis aux jeunes et aux moins jeunes, et particulièrement aux jeunes des minorités, la politique, c'est aussi votre affaire. Faites-en votre affaire. Et il faut vous impliquer en politique. Faites partie de la solution et non pas seulement du problème. J'étais récemment dans une école, enfin, je vous avais parlé des tournées de la présidence où j'ai participé. J'ai visité peut-être, j'ai parlé à au-delà de 10 000 jeunes à date. Et donc, ça fait du monde. Hein. Ça fait, au bout de combien de temps? Au bout de 2 ans, à peu près. Alors, et j'étais dans une école récemment qui est à Laval, où il y avait beaucoup de jeunes des minorités. Et je les ai interpellés. J'ai dit, écoutez, il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher, parce que peut-être on ne viendra jamais vous chercher. Mais il faut que vous fassiez l'effort nécessaire d'aller vous impliquer. Prenez votre carte de membre. Je ne vous dis pas de vous impliquer dans tel parti. Impliquez-vous en politique, point. Que ce soit dans le parti de votre choix. Ça, c'est votre liberté, ça vous appartient. Allez chercher une compréhension de ce qui se passe. Allez chercher une formation pour savoir comment évolue ce monde-là, parce que la politique n'est pas un univers qui est facilement accessible, en général, et encore moins pour les jeunes des minorités. Donc, je leur dis, impliquez-vous, participez, allez chercher l'expérience, la compétence, et pourquoi pas peut-être vous présenter comme candidat ou candidate dans le parti de votre choix, au municipal, au fédéral, au provincial. L'essentiel, c'est de vous impliquer. Très bien. Parfait. Madame Pépin, vous êtes originaire du Maroc, et plus précisément de la ville de Meknès, qui est en elle-même l'illustration de une ville impériale. Une ville impériale et qui représente très très bien la civilisation millénaire du Maroc. Vous avez quitté le Maroc en 1975. Alors, 35 ans après, quel regard portez-vous sur le Maroc d'aujourd'hui? Écoutez, sans vouloir m'impliquer dans la politique intérieure marocaine, parce que cela ne m'appartient pas. Je vous dirais que je vais au Maroc pour visiter la famille, les amis, et à chaque fois, je suis impressionnée, surtout pendant les 10 dernières années, par le niveau de développement qui s'opère au Maroc. Et cela ne peut que me réjouir, parce que bien que j'ai fait le choix de vivre au Canada et au Québec en particulier, je n'ai jamais renié mes origines et je suis très fière de ce que je suis, de l'identité que je porte. Et donc, ça me réjouit de voir le pays en chantier, de voir le développement qu'il y a, mais aussi, à titre de parlementaire, la Chambre des représentants du Maroc a développé des liens avec l'Assemblée nationale et j'ai eu l'occasion
d'aller au Maroc en mission parlementaire, où nous avons rencontré le président de la Chambre, on rencontré des groupes parlementaires et on leur a offert notre collaboration. Donc à chaque fois que sur le plan institutionnel une demande est faite, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Également, on a des échanges à d'autres niveaux. Par exemple, j'ai été présente à l'Assemblée nationale lorsque nous avons reçu Diwan, non, ça s'appelle Diwan, Diwan, le nom va me revenir, mais c'est l'équivalent du protecteur du citoyen ici. Ah, c'est ça, c'est Diwan al-Madalim. Al-Madalim, ok. Alors, Diwan al-Madalim, c'est bien. Et le protecteur du citoyen marocain était venu signer une entente avec le Québec, avec les protectrices du citoyen. Donc, c'est moi qui les ai reçus à l'Assemblée nationale. J'ai eu l'occasion de recevoir le Premier ministre marocain en 2008 lors du sommet de la francophonie qui s'était tenu ici. Je l'ai accueilli officiellement à l'Assemblée nationale. Lorsque l'ambassadeur du Maroc, M. Tanji, m'a demandé à quelques reprises de faciliter les contacts pour des missions économiques marocaines, je l'ai fait dans l'intérêt de la coopération entre le Maroc et le Québec. Donc, lorsque je suis sollicitée sur des questions qui relèvent de ma compétence ou sur lesquelles je peux intervenir, c'est toujours avec un grand plaisir que je le fais. Très bien, très bien. Donc, c'est une manière, en quelque sorte, de pratiquer votre double appartenance canado-marocaine. Oui, je le fais avec plaisir. Ça me fait plaisir, vraiment. Très bien. Alors, toujours dans ce thème-là, est-ce que vous cuisinez marocain? Ah oui, ben ça par exemple, oui, ça c'est... je vous ai parlé. Il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve. Non, j'aime beaucoup la cuisine marocaine. La cuisine marocaine est une cuisine de très haut niveau, une cuisine internationale. Elle est une cuisine très équilibrée. Alors, donc, j'aime beaucoup l'art de vivre marocain aussi. Alors, j'ai déjà partagé ce plaisir avec des centaines de personnes que je reçois durant une année et à qui je transmets des recettes et qu'ils font chez eux avec plaisir aussi. Donc la cuisine marocaine, oui, c'est une des choses que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs pour passion la cuisine, le jardinage, je jardine, je suis quelqu'un qui jardine, la lecture et la marche. Super. Voilà. Très bien. Donc on comprend maintenant les secrets de Mais la marche et la cuisine, ça va ensemble. Oui, parce oui, que c'est une thérapie. C'est ça. Ça déstresse. C'est bien manger, mais aussi en même temps faire de l'exercice. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc vous accepterez, si un jour on vous invite à proposer une recette au lecteur de Elle Magazine. Ah oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Je l'ai faite pour le journal, le magazine Châtelaine, exactement. Ouais. Je pense en 2007 qu'ils ont fait un reportage de 6 pages. Il faut aller le voir. Ok, on va y aller. En tout cas, nous, on va noter le... Madame Pépin, nous, on peut attester que vous répondez favorablement aux invitations de la communauté marocaine à chaque fois qu'ils ont des événements. Alors, la question, en fait, par rapport à la communauté marocaine, c'est pourquoi il y a autant de chômage dans les rangs de la communauté marocaine, à votre avis? Ben écoutez, comme députée, moi, ici, je reçois beaucoup de citoyens d'origine immigrante, y compris des gens d'origine marocaine, qui sont à la recherche d'un emploi. Puis j'ai une batterie d'outils à ma disposition où je réfère ces gens-là pour chercher du travail, etc., etc. Donc, je connais très, très bien la réalité à partir du terrain et j'ai accès à des informations, je dirais, assez privilégiées parce que dans toute confidentialité, les gens nous racontent leurs problèmes et on essaie de les aider. Et je sais que pour la communauté marocaine et maghrébine en général, marocaine en particulier, il y a l'accès au marché du travail, c'est un énorme défi, présente un défi considérable. Ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas, la communauté marocaine n'a pas réussi à se doter de services communautaires pour accompagner les gens qui sont en recherche d'emploi.
Parce que lorsqu'on vient d'une autre culture, d'un autre pays, une autre civilisation, une autre façon de faire, juste s'introduire dans la culture institutionnelle présente des défis, des barrières. Alors, c'est une chose de référer quelqu'un, et je le fais, je le réfère par exemple à tel ou tel service pour aller suivre une formation de recherche d'emploi, etc. Mais une fois que la personne a fait cette démarche et que sa démarche de recherche d'emploi n'a pas abouti, généralement, elle va se replier sur elle-même, elle va se convaincre qu'il y a du racisme, qu'il y a de la discrimination, il n'y a rien à faire, et elle va tomber dans la dépression, etc. Donc, elle ne s'aide pas elle-même, elle n'aide pas sa famille. C'est à ce moment-là que la personne a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, pour lui dire non, tu peux aller plus loin, tu peux faire telle chose, il y a une autre avenue, il y a une autre possibilité. Et encourager les gens à poursuivre. Moi, je dis aux gens qui cherchent du travail, je dis la recherche du travail, c'est du travail. Absolument. Alors, si vous ne comprenez pas ça, si vous ne savez pas que la recherche du travail, c'est du travail, et que le marché du travail, vous devez vous y attaquer comme si c'était une course à obstacles, vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, si quelqu'un vous a dit que vous allez préparer un beau CV, puis vous allez l'envoyer, puis qu'on va vous appeler, puis vous allez avoir l'emploi, ce n'est pas vrai, c'est pas de même que ça marche. Alors, c'est cet accompagnement qui est déficient et la communauté marocaine, contrairement aux autres communautés, n'a pas réussi à se doter d'un service qui va lui permettre d'accompagner les gens vers le succès. Parce que nous avons dans la communauté marocaine des histoires à succès à raconter, dans tous les domaines. Mais on ne parle pas nécessairement de ces réalisations et de ces succès. On va surtout focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne va pas. Non, en tout cas, on en parle. Oui, mais il le faut. Il faut parler des histoires à succès parce que ça aussi, ça aide les gens qui cherchent une inspiration, qui cherchent un modèle à s'accrocher à quelque chose. C'est possible. Moi, je me rappelle d'un Maghrébin qui était venu me voir au début de son arrivée ici, il cherchait un emploi. Je lui ai proposé une série de choses à faire. Finalement, vous savez, dans tout ce réseau de l'immigration, il y a des gens qui parfois vous demandent de prendre des raccourcis pour aller trop vite, et puis ils vous font miroiter la facilité des choses. Alors, ce monsieur-là est revenu me voir 3 ans après, complètement démoli, pour m'annoncer qu'il rentrait chez lui. Après avoir perdu toutes ses économies, il était là avec sa femme et ses enfants, il rentrait chez lui. Il était venu me dire une chose. Il dit, avant de partir, je veux juste vous dire une chose, vous êtes la seule personne qui m'a donné l'heure juste. Puis je viens m'excuser auprès de vous parce que je n'ai pas écouté ce que vous m'avez dit, parce que j'ai trouvé des gens sur mon chemin qui m'ont présenté des choses beaucoup plus accessibles, et finalement, ça s'est avéré faux. Exact. Alors, il faut être réaliste. Il faut comprendre que l'accès au marché du travail est difficile pour tous les Québécois aussi, là, qui sont nés ici, qui ont étudié ici. C'est difficile pour eux. Et alors, il faut redoubler d'ardeur et il faut travailler. Il ne faut jamais prendre une réponse. Il faut jamais prendre non pour une réponse. Et derrière, il y a toujours une possibilité pour moi. Il y a toujours une avenue pour moi. Il faut que je la cherche. Il faut que je la trouve. Et chercher l'aide autour de soi. C'est important, l'aide psychologique, pour accompagner les gens qui se cherchent du travail. Alors, il y a du travail à faire au sein de la communauté marocaine pour développer un réseau d'entraide et de collaboration pour inciter les gens à aller plus loin. Tout à fait. C'est un beau message qui résume un peu brièvement la situation, effectivement. Mais je le dis, au Québec, il est extrêmement difficile d'accéder au marché du travail pour les immigrants. Il faut partir de là. Et là, il faudrait qu'on travaille sur soi-même. Et tout en travaillant. Le cœur du problème, c'est ça. Travailler sur soi-même. Il ne faut pas penser que parce qu'on a un doctorat, qu'on est qualifié pour le travail. Ce n'est pas de même que ça marche. Alors, il faut comprendre les règles de fonctionnement, et il faut se donner un réseau de contacts, il faut s'impliquer dans la société, à commencer par le bénévolat. Vous êtes dans un quartier,
Regardez autour de vous, quels sont les organismes du milieu qui sont là. Connectez-vous avec ces gens-là. Les bénévoles qui sont là sont des gens qui ont fait quelque chose dans leur vie. Chacun a un réseau de contacts. Et vous trouvez là-dedans des gens d'affaires, vous trouvez là-dedans des médecins, des avocats, des gens dans toutes les professions avec lesquels vous allez établir un lien d'amitié ou un lien professionnel et qui peuvent vous guider dans la société dans laquelle vous vous insérez. Et des fois, quand vous dites aux gens, faites un peu de bénévolat autour de vous, c'est comme si vous leur demandez d'escalader le Kilimandjaro. Alors, ça s'arrête là. Ça, c'est une réalité, effectivement. Tout à fait. Effectivement. Madame Pépin, pour finir, je vais vous dire quelques thèmes, et si vous pouvez les commenter en quelques mots, brièvement. Ah, ça c'est quoi? C'est un secret? Non, il n'y a pas de secret, c'est juste un peu l'actualité, en quelque sorte, des choses... Il y en a qui sont légers, d'autres plus sérieux. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme commentaire? Alors, par exemple, l'administration Tremblay. L'administration de Tremblay, beaucoup de bureaucratie. Très bien. La rivalité Montréal-Québec. Est-ce que c'est... Elle ne devrait pas exister parce que Montréal et Québec sont complémentaires. Très bien. La victoire des Alouettes. Ah ben ça, c'est une victoire pour tout le Québec. Très bien. Les accommodements raisonnables. Perte de temps. Très bien. Le voile, la burqa, tout ça. Sujet complexe, sujet très complexe, qui sont abordés avec un déficit de connaissances. Très bien. L'hiver. À l'hiver. Alors, je paraphraserai. Mon pays, c'est l'hiver. Ah, c'est beau ça. L'hiver, ça a son charme au Québec. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'hiver. J'aime la beauté de l'hiver. J'aime pas la slush, mais la neige, et quand elle est propre, j'adore ça. Très bien. Ça. Et puis, M Magazine. M Magazine, je lui souhaite bonne chance. Il va faire sa place. Merci beaucoup, Madame Pépin. Ça Merci fait infiniment. plaisir.